Nous avons le plaisir de recevoir Monsieur Rachinski, universitaire, jouissant de la double nationalité, pour nous parler de la nouvelle constitution russe, qui a fait beaucoup jaser, du moins en Occident. On a vu que c'était, on a cru voir, du moins c'est ce qu'on a fait croire aux gens, que c'était une constitution faite sur mesure pour permettre à Poutine de s'accrocher au pouvoir jusqu'en 2036. Je pense que la réalité est bien autre. Qu'en pensez-vous ? Oui. Il faut dire que les débats sur cette nouvelle constitution, qui, entre parenthèses, n'est pas tout à fait nouvelle, parce que l'ancienne constitution était gardée essentiellement, mais il y a des ajouts. Il y a des articles qui étaient ajoutés, qui étaient débattus pendant des mois, donc à tous les niveaux, dans la société, au Parlement, sur ces ajouts, justement, ce qu'il faut ajouter à la Constitution, ce qu'il faut supprimer aussi. Cette Constitution ressemble dans les grandes lignes à celle de la Ve République ? À peu près oui, parce que c'est une Constitution présidentielle, donc, qui donne beaucoup de pouvoir au président, mais en même temps, pour la première fois, c'est indiqué, c'est une Constitution sociale. Elle n'est pas socialiste, parce que l'État soviétique était socialiste. Donc, ça n'a jamais été pays communiste, comme on le prétend souvent, comme disent les journalistes. Officiellement, c'était l'Union des républiques socialistes soviétiques, donc c'est un État socialiste. Les pays communistes, entre parenthèses, n'ont jamais existé, nulle part. La Chine n'a jamais été communiste, l'Union soviétique non plus. Enfin, c'était des pays socialistes. Donc, ici, on parle de l'État social. C'est l'État qui garantit le minimum de revenus, la protection de la famille, nous en parlerons tout à l'heure, et l'article de l'État social, laïque, mais non pas athée, c'est très important. Il y a une séparation de l'État et de l'Église, ou des églises, si vous voulez, parce qu'il y a aussi d'autres religions, il y a les bouddhistes, il y a les musulmans en Russie, et tout ça est dans la Constitution. Mais il faut préciser que les termes qu'on utilise, et les termes comme laïque par exemple, en France, bon, laïque c'est surtout athée. Tandis que laïque, normalement, c'est séparation de l'État et de l'Église. Séparation des pouvoirs, mais oui. En Russie, il y a certainement la pesanteur historique. Il y a aussi la symphonie des pouvoirs, qui se vit dans le concret. Exactement, donc c'était ce qu'on appelle la symphonie byzantine autrefois, la symphonie byzantine, donc jusqu'en 1917, la soumission totale de l'État à l'Église dans les questions religieuses, dans les questions de foi, et la soumission totale de l'Église à l'État dans les questions politiques, économiques et autres. Donc, après, l'État devient athée, l'athéisme militant de l'époque léniniste et stalinien plus tard, et aujourd'hui, il y a un virage dans l'autre sens. La foi est protégée, la foi des ancêtres, c'est précisé dans la Constitution, est protégée par l'État. La foi fait partie de l'héritage historique et culturel de la Russie, y compris les religions non chrétiennes. Parce qu'en Russie, il y a les Kalmouks qui sont bouddhistes, il y a les Tatars qui sont musulmans, donc leur foi est protégée. Donc les religions reconnues. Reconnues, voilà. Et ça ne s'applique pas, par exemple, aux différentes sectes protestantes qui s'insèrent maintenant en Russie. Oui, mais ces sectes ne font pas partie de l'héritage culturel. Oui. Si l'islam fait partie de l'héritage culturel, par exemple, il y a à peu près 10% de musulmans en Russie, l'orthodoxie est la religion de la majorité, et c'est écrit dans cette nouvelle constitution, l'orthodoxie est la religion de la majorité de la population. Donc, les sectes protestantes n'ont pas leur place en Russie. Parce Ils sont considérés au fond comme des ONG. Exactement. Exactement. Donc soumis à un contrôle rigoureux de la puissance publique. Absolument. Donc il faut avoir une autorisation de fonctionner sur les territoires et d'être surtout financé de l'étranger. Donc la question de ce financement, c'est une question très intéressante, parce qu'une organisation qui est financée par l'étranger doit déclarer son financement étranger.
Donc je pense que M. Soros doit avoir quelques problèmes à... Exactement, et même dans cette nouvelle constitution, il est écrit que les fonctionnaires d'État, parmi les fonctionnaires, il y a aussi les professeurs, n'est-ce pas? Il y a les journalistes, il y a les députés de la Douma, du Parlement, n'ont pas le droit d'avoir de l'argent dans les banques étrangères. Donc, si vous êtes fonctionnaire d'État, vous n'avez pas le droit à des comptes dans les banques étrangères, à l'étranger de la Russie. Petit problème, avant d'aborder un peu plus à profondeur cette nouvelle constitution, pour ces fonctionnaires ou pour ceux qui prétendent à être élus, la double nationalité est-elle permise? Non. La double nationalité n'est plus permise, donc il faut être... Ça, c'est nouveau. C'est nouveau, voilà. Autrefois, on pouvait être membre de la Douma, du Parlement, et avoir 2 ou 3 passeports. Quelquefois, passeport américain ou autre. Aujourd'hui, c'est impossible. Et même pour devenir fonctionnaire, il faut avoir vécu ces 25 dernières années en Russie. Non seulement vous n'avez plus le droit au 3e passeport, mais il faut avoir vécu 25 ans en Russie, ce qui exclut d'office tous ceux qui font leurs études, par exemple à Cambridge ou Oxford ou aux États-Unis, par exemple, et ceux qui n'ont pas vécu 25 ans, parce qu'ils ont vécu quelques années à l'étranger. Et avec le diplôme des universités étrangères, ils ne peuvent plus devenir fonctionnaires d'État. Quel est le but? Je crois que le but, c'est de protéger les pays d'abord, et surtout de nettoyer des gens qui sont payés par l'étranger. Bon, il faut appeler les choses par leur nom, tout en étant fonctionnaires d'État, députés ou sénateurs, il y en a aussi, ou des fonctionnaires d'État haut placés, surtout qui gèrent les entreprises d'État comme Gazprom, entre autres, enfin bon, etc. Donc c'est éviter les conflits d'intérêts. Exactement. Voilà. Exactement. Du moment que vous avez des actions d'une entreprise étrangère, ça revient à un compte bancaire, n'est-ce pas, à l'étranger, où vous avez des participations dans une entreprise étrangère, vous ne pouvez plus rester fonctionnaire d'État. Vous n'êtes plus ministre, vous n'êtes plus député de la Douma, vous n'êtes plus sénateur, vous n'êtes plus même fonctionnaire de... Mais ces mesures ne sont pas rétroactives. Écoutez, je ne sais pas comment ça va se passer, mais la Constitution est entrée déjà en vigueur. Il est adopté. Donc, normalement, tous ceux qui ont un autre passeport doivent quitter leur fonction ou ils doivent choisir. Ils doivent vendre leurs actions dans des entreprises étrangères ou fermer leur compte bancaire à l'étranger. Normalement. Mais encore une fois, quiconque a fait des études à l'étranger ne peut plus devenir, pendant quelques années, pendant 2 ans, 3 ans, 4 ans, ne peut plus devenir fonctionnaire d'État. Donc, vaut mieux faire des études à l'université de Moscou, de Saint-Pétersbourg ou de Novosibirsk que de faire des études à Cambridge, par exemple. Il y aurait plus grand monde dans le gouvernement français. Donc ça, il s'agit au fond de protéger, disons, l'identité russe. L'identité, et oui, mais là, il faut ouvrir la parenthèse pour expliquer que il y a 2 mots dans la langue russe. Il y a le mot russe et russien. Donc les musulmans sont des Russiens. Exactement, voilà. On peut être tatar. Mais ce qui est curieux, j'ai rencontré, je connais bien le ministre tatar, il m'expliquait que pour la fête de Notre-Dame de Kazan, oui, les imams venaient vénérer l'icône, comme symbole de la Russie. Bien sûr. C'est incroyable. Vous savez, les musulmans russes, comme les Tchétchènes par exemple, se battent contre les islamistes en Syrie. Il y a des bataillons tchétchènes et ingouches qui sont musulmans pratiquants et qui se réservent des mosquées à Damas ou dans d'autres villes, à Alep par exemple, en Syrie, et qui se battent contre les islamistes. Parce que eux, ce sont des vrais musulmans, tandis que les islamistes sont des musulmans à la solde d'autres puissances. Une question annexe avant d'aborder en profondeur vraiment la Constitution. Beaucoup de Français ont été surpris de voir des prières de rue de musulmans à Moscou
Ils s'inquiètent. Qu'en est-il en réalité? Il y a des mosquées, y compris des mosquées construites ces derniers temps, ces 30 dernières années. Donc, il y a une immense mosquée à Moscou, construite, absolument sublime, très belle, construite pour des travailleurs immigrés. Les travailleurs immigrés sont des gens qui viennent pour un contrat d'1 an, 2 ans, pour construire le métro, pour construire les autoroutes, pour construire les immeubles à Moscou, et qui repartent. Ils n'ont pas de passeport russe. Ce sont les habitants des ex-républiques soviétiques, de l'Asie centrale essentiellement, ou du Caucase, qui viennent pour travailler. Mais une fois le contrat terminé, ils partent chez eux. S'ils ne travaillent pas, ils ne restent plus. Pendant le Covid, par exemple, donc, ceux qui n'avaient plus de contrat, ils partaient chez eux. Ils peuvent revenir, après avoir signé le contrat, ils peuvent revenir pour travailler. Mais ils n'ont pas de passeport, et donc pour ces travailleurs immigrés, il faut des mosquées, parce que les gens doivent prier quelque part. Donc ça n'a rien à voir avec la situation française, où on voit des prières de rue dans certaines villes. Non, c'est incomparable. Et d'ailleurs, l'islam fait partie de l'héritage du patrimoine, en quelque sorte, parce que les habitants de Kazan se trouve sur la Volga. C'est les Tatars de la Volga, ce sont des populations finno-ougriennes essentiellement et turciques. Donc, ils étaient musulmans déjà au 8e, 9e siècle, donc en même temps que le baptême des Russes. Donc, les Russes sont baptisés en même temps que les Tatars sont islamisés. Donc, ça fait partie du patrimoine. C'est pas l'islam d'importation. En France, l'islam est importé. La France n'a jamais eu des populations musulmanes sur son sol. La Russie a eu des populations musulmanes à partir du 8e, 9e siècle. Donc, c'est pas pareil. Et ces musulmans, comme les Tatars de Kazan, considèrent la Russie comme leur pays, qu'ils défendent. Ils défendent leur pays avec leur culture. Du point de vue religieux, ils sont différents, mais entre eux, ils parlent russe. En même temps, leurs ancêtres, depuis 1000 ans, ont vécu en Russie. D'ailleurs, quand on voit, par exemple, les jeunes, les habits traditionnels de la région de Kazan, oui. Les filles, qu'elles soient orthodoxes ou musulmanes, s'habillent exactement pareil. Exactement pareil. La seule différence, c'est la petite croix ou la main... De Fatima, oui. Bon. Éventuellement. Et encore, en fait, vous savez, le problème des musulmans russes, c'est qu'ils ne sont pas arabophones. Aucun tatar, aucun ouzbek ou tadjik ne peut pas lire le Coran. Il faut apprendre la langue arabe. Alors à la mosquée, ils emploient l'arabe ou Ils emploient l'arabe, mais que personne ne comprend. C'est une bonne chose. Oui. Et finalement, donc, on peut traduire, évidemment, mais comme vous savez, la traduction du Coran n'est pas valable. Ce n'est pas le texte sacré. Donc, aucun tatar de Kazan ne comprend le Coran. Il peut le lire en tatar ou en russe, mais pas en arabe. Donc, ça change beaucoup de choses. Et surtout, il faut préciser qu'il y a plusieurs ethnies musulmanes en Russie. Au total, il y a 120 langues reconnues en Russie. Bon, d'autres disent 150. Toutes ces langues sont protégées par l'État. Donc, dans la Constitution, vous avez le droit d'enseigner votre langue maternelle ou paternelle, comme vous voulez, et en même temps de faire des études et de faire du cinéma, de faire des émissions de radio, télé, dans votre langue maternelle. La langue est protégée. C'est un droit constitutionnel. Et ça a toujours été comme ça, c'est l'héritage qui remonte au Moyen-Âge. Chacun reste soi-même. On ne peut pas imposer quelque chose, on ne peut pas imposer une identité à quelqu'un. Par exemple, on ne peut pas dire que les Bretons sont français à 100%. Les Bretons sont bretons. D'abord, les Basques sont des Basques. Donc, l'école qui enseigne la langue, non pas la langue, mais en breton, toutes les matières, y compris la littérature, d'autres choses. Donc, l'enseignement se fait en langue maternelle. C'est votre choix. Par contre, donc, comme je viens de le dire, il y a deux mots en russe. Il y a le mot russe et russien. Donc, on peut être citoyen de la Russie. Dans ce cas, vous êtes russien. Vous pouvez rester français.
Gérard Depardieu, il a le passeport russe, mais il n'est pas russe pour autant. Il reste français. Pour les Russes et les Français, point barre. Mais il est russien parce qu'il a le passeport russe. Comme un Tatar, il est russien. Un Tchétchène, il est russien. Mais il n'est pas russe. Il est Tatar, français ou anglais jusqu'à la fin de sa vie. Et après, c'est à lui ou à ses enfants, s'il y a un couple mixte par exemple, donc de choisir l'ethnicité. Donc on fait la différence entre la nationalité, c'est votre citoyenneté en réalité. Le mot est le même. Nationalité en français, en russe, c'est le même mot. Mais le sens n'est pas du tout le même. Pour les Russes, c'est votre citoyenneté. Vous êtes citoyen russe, donc russien. Et après, votre ethnicité. Et ça, c'est votre choix personnel. On peut être français ou tatar et choisir l'ethnicité russe. Si on se sent russe, orthodoxe, pour des raisons diverses, donc vous pouvez choisir votre ethnicité russe, comme un Allemand peut choisir une ethnicité russe parce qu'il se sent russe. Donc, c'est un choix personnel dans ce cas. Revenons à la Constitution. Quel était l'objectif poursuivi par Poutine? Assurer une certaine stabilité politique au pays? Je crois, oui, parce que c'est ce qu'il a dit d'ailleurs. On a bien compris, il est très malin, Poutine, donc il a bien négocié la chose. La clause de son renouvellement du mandat a été ajoutée au dernier moment, au dernier jour des débats. Il y a une femme, une députée qui lève la main, dit écoutez, puisque l'ancienne constitution est abolie, donc le mandat de l'ancienne présidentielle ne compte plus, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai. Enfin, bon, on commence à zéro. Très bien. Dans ce cas, le président qui a exercé déjà deux mandats, il peut se représenter. Oui, pourquoi pas? Donc, comme ça, Poutine peut se représenter pour le 3e mandat présidentiel, éventuellement pour le 4e. Mais en fait, il a dit clairement, tout ce qu'on a prévu dans cette nouvelle constitution, il faut le garantir. Moi, je vous le garantis. Donc, cette constitution a été voulue, a été votée, mais il faut des garants, parce qu'on peut la changer après. Quelqu'un qui viendra après, il peut changer la constitution. Eh bien, je vous le garantis. Et tout ce qui est noté, par exemple, l'indexation des retraites. Les retraites sont tous les ans sont indexées sur l'inflation. S'il y a eu 10% d'inflation, les retraites augmentent de 10%. S'il y a eu 15%, de 15%. Tous les ans, les retraites sont indexées. Concernant la famille, par exemple, donc c'est écrit dans la Constitution, la famille est protégée par l'État. Il y a le père et la mère. Il n'y en a pas d'autre. Je vous le garantis. Il faut dire aussi une chose. Poutine, il reste au pouvoir depuis 20 ans. Il n'a jamais menti jusqu'ici. Je propose de trouver un exemple d'une promesse non tenue. Tout ce qu'il a promis jusqu'ici, pendant 20 ans de pouvoir, a été exécuté. Quels sont concernant la famille, les points saillants de la nouvelle Constitution? Donc je pense qu'il y a la famille, la démographie, les jeunes ménages, tout ça s'est évoqué. Tout à fait. Et donc la famille est protégée et surtout le rôle des enfants. Les enfants sont protégés par l'État. Comme les enfants eux-mêmes, à l'âge de 18 ans, sont responsables de leurs parents invalides. Donc c'est une obligation pour les enfants, après 18 ans, de s'occuper de leurs parents. Qui était de droit naturel, mais là, c'est dans le droit positif. C'est dans le droit positif. Donc on ne peut pas mettre ses parents à la maison de retraite, par exemple, et de les oublier, comme on le fait souvent. Après, non, les enfants sont responsables de leurs parents. Comme les parents sont responsables de leurs enfants, jusqu'à l'âge de 18 ans des enfants. Donc, ensuite, la situation démographique n'est pas très bonne, on le sait très bien, il y a plus de décès que de naissances. Donc, l'État encourage la natalité et les couples, les jeunes mariés ont accès à
un appartement avec le prêt de l'État, mais le prêt est remboursé par l'État à la naissance du deuxième enfant. Donc, quand vous avez un deuxième enfant, donc, l'appartement devient gratuit pour vous. Vous êtes propriétaire, vous n'avez plus rien à rembourser. Ce qui est pas mal. C'est un cadeau de mariage. Oui, c'est un cadeau. Enfin, mais a posteriori, évidemment, après la naissance du deuxième enfant. Donc, mais vous devenez propriétaire dans ce cas. Donc, l'État encourage les naissances et protège l'enfance. Et encore une fois, l'enfant, c'est la priorité de la politique sociale. En concernant l'éducation des enfants, d'abord, l'éducation doit s'occuper du civisme. Il y a le mot en russe pour l'éducation, donc l'apprentissage des maths, par exemple, de l'orthographe, enfin des choses. Mais il y a aussi l'élévation. Il n'y a pas de mot en français, parce qu'il faut élever les enfants. Donc, donner leur quelques principes, quelques valeurs. N'est-ce pas? Ce que l'école ne fait pas normalement, c'est la famille qui doit le faire. Et si la famille est absente, dans ce cas, c'est l'État qui doit élever les enfants. Non seulement éduquer, mais aussi élever les enfants. Donc le civisme, le patriotisme, le respect des anciens, c'est l'affaire de l'école aussi. Et le respect des anciens, c'est le respect de l'histoire. Et de ceux qui ont donné leur vie pour le pays, donc ceux qui sont morts pour le pays. Et la déformation historique, dans ce cas, devient un crime. Un délit. Un délit. Est-ce que dans la Constitution, c'est noté le rôle qu'ont les parents dans l'éducation, dans le choix de l'éducation? Non, c'est pas précisé, autant que je sache, mais les parents ont le choix de la langue. Et évidemment, l'éducation religieuse est fortement encouragée et vous pouvez donner des cours de catéchisme, par exemple, à vos enfants, ou si vous êtes musulman, donc ils vont à l'école coranique. À l'école coranique, ou s'ils sont bouddhistes, ils vont apprendre le sanskrit, par exemple, parce que c'est la langue bouddhiste des kalmouks russes ou des bouriates russes, n'est-ce pas, qui apprennent la langue liturgique, qui est le sanskrit dans ce cas, pour les bouddhistes. Il y a quelques écoles privées en Russie. Oui, il y en a. Il y en a. Dont certaines tenues par l'Église. Dont certaines tenues par l'Église. Il y a ce qu'on appelle l'école paroissiale. Pratiquement à chaque paroisse, l'école de dimanche, parce qu'il n'y a pas de mercredi en Russie, il n'y a pas de mercredi, n'est pas jour férié pour les enfants russes. Donc c'est samedi ou dimanche, normalement, où on donne des cours de catéchisme, évidemment, mais pas que. Il y a aussi des cours d'histoire, il y a aussi des cours de littérature, il y a aussi des cours de musique, beaucoup de chant. Parce que, comme vous savez, dans l'église russe, on chante la liturgie, on chante pendant la messe, il n'y a pas d'instrument, donc, mais on chante. Et les enfants forment des chœurs d'enfants. Dans ce cas, pratiquement dans toutes les églises, les enfants chantent. On apprend les chants, et en apprenant les chants, on apprend aussi les textes, les psaumes, évidemment, les textes liturgiques, en même temps. Donc, pour les lire, il faut lire le slavon. Et pour lire le slavon, il faut le comprendre un tout petit peu, parce qu'il y a une différence entre le russe et le slavon dans ce cas. Et évidemment, donc, il y a quelques bribes de langue du slavon de l'Église. La Constitution évoque aussi la défense du patrimoine. Alors, qu'est-ce qui est précisé sur ces questions ? Il est précisé que la culture russe est multinationale. C'est un point très important. Multinational, c'est-à-dire il y a plusieurs langues, il y a 120 langues en Russie, reconnues comme langue d'État, étant donné que le russe, c'est la langue commune pour tout le monde, les bouriates parlent le russe avec les tatars, c'est clair. Les peuples finno-ugriens parlent russe avec les circassiens, par exemple, c'est clair. Donc, la langue commune, c'est le russe, mais il y a d'autres langues qui sont reconnues comme langue d'État.
comme je viens de le dire, il y a cette différence sémantique entre l'ethnicité et la citoyenneté, encore une fois. Cette culture multinationale est protégée par l'État, mais aussi l'héritage commun. Tous ces peuples, par exemple les Russes et les Tatars, je reviens toujours au même sujet, cohabitent ensemble depuis 1000 ans, à peu près. Bon, il y a évidemment des mariages mixtes, il y a l'héritage commun. Eh bien, cet héritage commun doit être protégé, défendu. Dans le Kremlin de Kazan, Kazan c'est une ville sur la Volga, 1,5 million d'habitants à peu près, qui est considérée comme la capitale tatare et la capitale eurasienne de la Russie en quelque sorte, et bien dans le Kremlin de Kazan, il y a des églises et une mosquée. Donc c'est le cœur de la ville, et dans la citadelle de la ville, il y a une mosquée et des églises orthodoxes. Donc dans le patrimoine, c'est l'entretien des bâtiments, de la langue et du folklore. Du folklore, parce qu'il y a le patrimoine immatériel, comme il y a la littérature. La langue, c'est la littérature. Alors, est-ce qu'il y a une histoire officielle? C'est ce qu'on pourrait vous rétorquer. Vous savez, l'histoire officielle est très complexe, parce qu'on peut faire une histoire tatare, n'est-ce pas, du point de vue tatar, on peut faire l'histoire du point de vue tchétchène, on peut faire l'histoire du point de vue circassien, etc. Mais il y a l'histoire commune. Donc, les gens qui vivent ensemble depuis plus de 1000 ans. Et la Russie, à sa formation, la formation de la Russie commence au IXe siècle à peu près, eh bien, c'est un État multiethnique déjà. Tous les habitants de la Russie ne sont pas russes. Au IXe siècle, ils restent ce qu'ils étaient à l'époque. Ils restent finno-ugriens, ils restent turciques, ou ils restent mongols, ou autre chose. Et le patriotisme n'est pas russe, mais plutôt russien. Donc ça veut dire que le jeune russe a une vue d'ensemble des différents peuples qui peuplent la Russie. Tout à fait, oui. Vous savez, le ministre de la Défense, pour donner un exemple, Sergei Shoigu, eh bien, il est altaïen. Il est mongol. Oui, ce qui m'a surpris, lors d'une parade militaire au Kremlin, il passe devant la grande porte, il fait le signe de croix. Il enlève son képi, il fait signe de croix. Signe de croix. C'est la tradition, encore une fois, millénaire, parce que quand les tsars passent devant le défilé militaire, par exemple, ou les grands-ducs à l'époque, donc, pour traverser la porte du Saint-Sauveur, il y a l'icône du Saint-Sauveur au-dessus de la porte, ils font le signe de croix. Eh bien, il est orthodoxe, Sergei Shoigu, tout en étant mongol. On peut être mongol et orthodoxe. Mais il est russien. Mais il dit fièrement qu'il n'est pas, donc qu'il est altaïen, donc il est fier de ses origines. Mongol. Mais il est russien. C'est un exemple parmi d'autres. Donc la Constitution prévoit la défense du patrimoine, au sens large du terme, mais qu'il n'y a pas de vérité historique imposée, disons de sorte, pour faire comprendre à nos auditeurs, de loi mémorielle comme en France. Non. Il n'y a pas d'équivalent. Non. Donc il y a une liberté quand même de la recherche. Et de la pensée. Et de la pensée. Et encore une fois, c'est garanti par la Constitution, comme le secret de la vie privée d'abord, et la correspondance ou des conversations téléphoniques sur Internet est garantie par la Constitution, et on est libre de chercher l'information, de la communiquer et de la diffuser. Donc la diffusion de l'information est garantie par la Constitution. Quels sont les autres points importants de cette nouvelle loi fondamentale? Donc il y a la référence aussi à Dieu. La référence à Dieu, la protection de la famille, la défense de la famille et comme cellule donc, de base de la société. Donc la phrase « le mariage est l'union entre un homme et une femme », point barre, il n'y en a pas d'autre. Donc ça veut dire, en creux, que la propagande LGBT ne serait pas bien vue en Russie. Non, parce que c'est contraire à la Constitution. Dorénavant. Bon, l'enfance est protégée par l'État, encore une fois, comme les valeurs familiales sont protégées par l'État.
Et l'obligation pour les enfants à partir de 18 ans de s'occuper de leurs parents. Ce qui était autrefois dans le droit français. Tout à fait. Tout à fait. Donc, en ce qui concerne donc, l'élection du président, donc, Poutine peut se représenter pour le 3e mandat, s'il le souhaite, ou ne pas le faire. Enfin bon, ça c'est à lui de décider dans ce cas. Mais il se porte garant de cette nouvelle constitution. Donc, il y a eu des protestataires, donc il y a eu 2 camps protestataires contre cette nouvelle. Les libéraux. Des libéraux d'abord, qui perdent leurs subventions venant de l'étranger, très souvent, donc, qui travaillent pour Soros, donc ils sont embêtés. Et des communistes qui sont contre l'article de la foi en Dieu. L'article qui est ajouté à la nouvelle constitution, ils sont contre. Et ils sont contre cette mention que l'orthodoxie fait partie de l'héritage culturel du pays. Donc, le devoir... Autant qu'on va au siège du Parti communiste à Moscou, dans leur bâtiment, il y a une quantité d'icônes. C'est surprenant. C'est surprenant, oui. Il y a plus d'icônes que de portraits de Lénine et de Staline. Tout à fait. Mais le problème avec le Parti communiste, en fait, ce sont des néo-communistes, en quelque sorte, comme les Cubains, on peut le dire, qui... Fidel Castro n'a jamais été contre l'Église. Il n'a jamais fermé une église chez lui. Et, il avait d'ailleurs des très bons rapports avec Franco. C'est ça. Donc, c'est assez complexe. Mais ils sont contre disons, l'article de la foi, bon, si j'ose dire, enfin, bon, la foi en Dieu, n'est-ce pas, dans la Constitution, parce que bon, ils sont athées, pas tous. L'ex-chef du Parti communiste russe, un certain Zyuganov, a dit une fois qu'il était athée orthodoxe. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Bon, dans sa tête, mais il était athée orthodoxe, c'est-à-dire il était favorable à l'Église orthodoxe, tout en restant athée. Oui, c'est une phrase qui a été souvent employée. Oui. Il y a eu pas mal de maires de différentes villes qui disaient « je suis athée, mais russe, donc orthodoxe ». C'est ça. Ouais, c'est ça. Et concernant les maires des villes sont responsables de leur patrimoine. C'est-à-dire, s'il y a une église qui tombe en ruine, c'est la mairie qui est responsable dans ce cas. S'il y a un monument historique qui tombe en ruine, par négligence, par manque de moyens, bon, on peut toujours évoquer plusieurs raisons, c'est la mairie qui est responsable dans ce cas. C'est le maire qui doit entretenir l'héritage culturel et cultuel. Parce que la culture et le culte vont toujours ensemble. Donc, quelles sont les grandes nouveautés de cette constitution? Au fond, c'est dans la lignée de l'histoire russe. Oui, bon, c'est le retour à l'héritage culturel. Pourtant, dans la Constitution, il n'est pas dit que la Russie est l'héritière de l'Empire russe. Ce serait faire peur à toutes les républiques devenues indépendantes depuis. Donc, c'est pas dit que la Russie n'est pas l'héritière de l'Empire. Mais assume le passé. Et d'ailleurs, la Russie a un drapeau et aussi les armes de la Russie. Tout à fait. Qui ont repris les armes de l'ancienne Russie. Donc l'aigle bicéphale, bon, l'aigle byzantin d'abord, évidemment, l'aigle bicéphale qui est le symbole de la Russie. Il y a même, si vous regardez les défilés militaires sur la place Rouge, il y a les marches de l'Empire qui sont jouées pour l'armée russe actuelle. Donc il y a, pendant les défilés militaires, on joue les marches de l'Empire, des régiments de la garde impériale, comme vous avez évoqué le signe de croix fait par le ministre de la Défense, et le drapeau, c'est le drapeau de l'Empire, encore une fois, le tricolore de l'Empire, qui remonte à l'époque de Petrovienne, et le défilé commence par les soldats du régiment Preobrazhensky, encore une fois un régiment de Pierre le Grand,
qui a été créé au XVIIe siècle par Pierre le Grand, et c'est le régiment Preobrajenski qui commence le défilé militaire. Donc il y a des symboles. Il y a le portrait de Catherine II au Sénat, parce qu'elle était construite par Catherine II au Kremlin. Il y a le portrait de Catherine II, la statue de Catherine II, et c'est sous le portrait de Catherine II que Poutine reçoit ses invités. Donc pour conclure, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Que cette constitution n'est pas vraiment un bouleversement. Non. C'est plutôt une stabilisation de ce qui s'est passé après l'époque Helsinki. Exactement, voilà. Je crois que la situation se stabilise d'une certaine façon, et il a fallu rectifier la constitution yeltsinienne, finalement. Donc elle a été rectifiée, mais les traits essentiels restent. Donc ça n'a pas changé, mais il y a quelques ajouts pour rectifier le tir en quelque sorte, et surtout des garde-fous pour certains sujets. Donc ça veut dire au fond que Poutine a bien vu les dérives que pouvait apporter la post-modernité. Exactement, voilà. Exactement. Voilà. Écoutez, cher ami, je pense qu'on aura le plaisir de vous recevoir à nouveau prochainement pour évoquer la Sainte Russie. Bon, merci de m'avoir invité. Merci.